Je te propose de partir à la rencontre de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Bienvenue dans une nouvelle saison de Né sous la même étoile. Moi, c'est Tonton Karim, je suis expert RH et influenceur. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Mohamed Kamara, cofondateur de Uncle Jay. Salut Mohamed. Salut Karim, comment tu vas? Et toi? Ça va super, merci. Où est-ce qu'on est? On est à la station F, c'est l'endroit où on travaille. Allez, fais-moi découvrir. Bon, du coup, Mohamed, le nom de la boîte, c'est Uncle Jay, c'est ça? C'est ça. Dis-moi tout, qu'est-ce que c'est? Alors, Uncle Jay, on est une plateforme de sneakers reconditionnés. Donc, on permet aux gens d'acheter et vendre des paires d'occasion. Et on s'assure qu'elles soient authentiques, mais surtout, on les reconditionne pour que quand elles arrivent chez les clients, elles soient nickel. Vous êtes combien du coup dans la boîte? On est 6 aujourd'hui, 2 cofondateurs. On a énormément évolué cette année en particulier, mais on a besoin de lever des fonds. Comme toute start-up, c'est un modèle qui nécessite des fonds pour pouvoir aller atteindre la rentabilité. Parce que vous avez un produit qui est très tech quand même, non? La plateforme, tout ça, c'est très tech. C'est ça, c'est full tech. On pourrait croire qu'on nettoie des paires de baskets, pas du tout. Ouais. Nous, tout ce qu'on fait, c'est mettre en relation des acheteurs, des vendeurs et des professionnels du nettoyage de baskets. Tout en sachant qu'aujourd'hui, toi, tu as un profil tech, non? Yes, je suis développeur. La plateforme, c'est moi. Et mon associé Chirin, il est designer web. Donc, on est très complémentaires. Complémentaire sur Et l'activité. ça nous permet de monter des outils web assez vite. Du coup, je vais te montrer directement. Ah bah très sympa ça. Bon, du coup, c'est là où tu m'as gardé quelques petites paires, c'est ça? Exactement. Ça, c'est quoi? C'est une saké, c'est Une ça? paire de Sakai. Une collab japonaise. Ouais, ça, on aime beaucoup, ça. Ça, c'est une Jordan. C'est rare, non, celle-ci? Ouais, une maison Château Rouge. C'est pas ma pointure, mais celle-ci, il va falloir que tu en gardes une paire pour Tonton Karim. Allez. Bon, du coup, comment fonctionne le business model? Donc, moi, j'ai une paire. C'est très simple. Donc, soit tu es un vendeur, tu as une paire d'occasion, tu veux la vendre, plutôt que d'aller sur Vinted ou autre, tu vas chez Uncle Jay, c'est simple. Tu mets ta paire sur le site, t'attends, on te contacte en te disant c'est moi, elle a été vendue et tu reçois tes sous. Et si tu es acheteur, c'est juste tu vas sur le site comme sur n'importe quel site e-commerce, tu achètes ta paire et tu la reçois. Bon, viens, on se pose un peu, comme ça, tu me racontes un peu ton histoire. Du coup, parle-moi un peu de ton enfance, c'était comment? J'ai grandi à Bondy, 93. c'est ça, dans le 93. J'ai pas du tout eu l'impression d'être dans des conditions difficiles ou autres. C'est vraiment en sortant, en quittant Bondy, c'est quand je suis allé un peu à l'école à Paname et tout que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà. Et du coup, tu as grandi dans quel cadre familial? Tu as beaucoup de frères et sœurs? On est 7. On est 7. Et toi, t'es où? Je suis l'aîné. Tu as le rôle du grand frère, du coup, là. J'ai le rôle du grand frère, plus au niveau, on va dire, de l'orientation. Au niveau de tes études, tu as fait quoi? Alors, j'ai fait un bac S où j'étais un élève moyen, quoi. Par contre, j'avais vraiment une grosse passion pour le web. Parce que quand j'étais en troisième, j'ai lancé, parce que j'ai toujours été fan de manga, j'ai lancé un site de manga en streaming avec des potes, mais qui a cartonné, tu vois, des millions de visiteurs et tout. Et ça m'a donné un peu ce goût-là du web. Mon but dans la vie, c'était je veux faire la même chose, mais de manière professionnelle. En fait, j'ai de la chance, c'est que ma mère, elle est assez jeune. Du coup, entre guillemets, elle a grandi ici, elle avait un peu les codes. Ta maman a eu un rôle un peu quand même d'aiguilleur, elle t'a aidé un peu. Super important, ouais. Vraiment, ma mère, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance, elle m'a donné les bons tips. Même là, à la base, j'avais des bonnes notes en physique. Moi, je voulais être physicien. Et c'est elle qui m'a dit, attends, il te faut une conseillère d'orientation privée qui va te permettre de vraiment savoir ce qu'il te faut. Et du coup, c'est en parlant un peu avec cette conseillère d'orientation, elle me demande ce que je fais. Pour moi, le site que j'avais à côté, c'était mon secret, quoi. Je le cachais un peu dans mon coin. Et elle me tire un peu les verres du nez, je lui en parle. Et elle me dit, mais tu sais que c'est un métier, ça. Et tu sais qu'en plus, ça marche. C'est ces choix-là qu'en réalité, ma mère m'a entre guillemets imposé, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pu réussir à m'en sortir. Tu démarres du coup dans des études un peu techniques, donc le bac S. C'est ça. Tu as ton bac S. Ensuite, tu fais quoi, une école d'informatique? Je fais un DUT MMI. DUT MMI, C'est quoi? ça. En fait, c'est un DUT très large qui te parle de tous les métiers du web. Ok. Donc, je faisais du code, je faisais du design, je faisais du marketing. Parce que moi, avec mon site là, je faisais un peu de tout. Je faisais un peu de T'avais design. besoin de tout ça. Et j'avais besoin de savoir vers quoi je vais me spécialiser. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, je me suis spécialisé vers le développement. Et je me suis rendu compte que c'est là où j'avais le plus de talent. Mais j'ai continué à développer les 2 autres compétences parce que je me suis rendu compte que du coup, pour gérer un projet, monter une boîte ou autre, c'était primordial. Et du coup, à quel moment, donc tu as ton site et toi, à quel moment tu te dis, bon, faut que je lance ma boîte? Mais du coup, en DUT, c'est là que je rencontre Chirin. On se sentait un peu sauvé. Dans le sens où, c'est bon, on est dans un domaine qui marche, on va pas être au chômage. Mais là, tu te rends compte que tu veux plus. Tu te dis, mais est-ce qu'en vrai, être employé toute notre vie, c'est vraiment ça qu'il faut, etc. On se dit, non, il faut absolument qu'on entreprenne, surtout que les compétences qu'on a nous permettent de faire plein de choses. Et c'est de là, en fait, qu'est née l'idée, il faut qu'on crée une boîte. Donc, on est rentré ensuite dans un bac+3 ensemble.
pour étayer nos compétences. Donc moi j'ai un background de développeur, mais j'ai fait une licence en design. Puis j'ai fait un master en marketing, dans le seul but d'avoir des compétences en plus qui vont nous permettre derrière de lancer des boîtes. Est-ce que tu as eu des mentors ou des gens qui t'ont aidé, qui ont été des modèles pour toi? Après le DUT, en fait, on est rentré en Bac+3. Le truc qui était game changer, c'est qu'on n'avait pas des profs, on avait des intervenants. Dont un en particulier, Romain Haas, il était archi cool. Il avait monté des boîtes. Le fait qu'il ait monté des boîtes et que quand on parle avec lui, on se rend compte qu'en fait, c'est pas sorcier. On se voyait créer une boîte, mais pour nous, ça allait être dans longtemps. Et en fait, ce Romain, il nous a beaucoup poussé concrètement pour le faire tout de suite en fait. C'est-à-dire qu'on avait des projets à rendre à l'école et on avait une idée de boîte à côté. On lui a dit mais est-ce qu'on peut remplacer le projet par la boîte? Il a dit mais allez-y les gars, il n'y a pas de souci, faites-le. Et c'est ça qui nous a mis là-dedans. Avec le recul, tu dirais que c'est quoi la plus grosse problématique que tu as rencontrée, le truc le plus dur peut-être que tu as eu à affronter en tant qu'entrepreneur? Le truc le plus dur, c'est quand ça marche pas, quand il y a un problème. En fait, donc ça fait 3 ans qu'on est sur le projet, mais en réalité, le projet il a complètement changé en 3 ans. À la base, on louait les paires de baskets. Ah ouais. Et ça marche pas. Du coup, à ce moment-là, tu as un moment de doute. Ouais. Il faut que tu réussisses à rebondir, tu vois. C'est ça le moment en réalité le plus dur. Tu as eu plusieurs pivots comme ça? En réalité, il y en a eu 2 en tout. Parce qu'au tout début, on louait des paires pour les particuliers. Okay. Ensuite, on a pivoté, on a commencé à louer des paires pour des professionnels, des clips, des shootings, etc. Okay. Et c'est au bout de 2 ans que, fort de toute cette expérience, on a décidé de passer à la vente auprès de particuliers. Vous avez plusieurs gros coups de visibilité chez Uncle Jay. Moi, je me souviens du coup de Qui va être mon associé. Yes. Et je pense qu'il y en a peut-être eu d'autres, mais raconte-moi un peu ça, parce que c'est des moments aussi un peu forts. Ça, par exemple, Qui va être mon associé, c'était une expérience folle. Ouais. On y est allé sans être spécialement prêt, mais il y avait l'occasion, donc on a sauté dessus. Ouais. Et ça s'est mal passé. On a mal pitché. Okay. Et au-delà d'avoir mal pitché, on y est allé avec des espérances qui étaient fausses. On a demandé une somme qui n'était pas cohérente avec ce qu'on avait accompli. Et ça, en réalité, c'était un manque d'expérience. On n'était pas assez expérimenté pour comprendre ce truc-là. Il n'y a rien de mieux qu'un échec en prime time sur M6. Vu par beaucoup. Exactement, pour bien le comprendre. Et derrière, pendant les 6 mois qu'on précédait le tournage, qu'on suivait le tournage, c'était vraiment juste comment est-ce qu'on fait en sorte que malgré l'échec, on fasse en sorte que ça nous serve énormément. Et ça a été une aubaine, le fait qu'on ait raté. Parce que derrière, on a eu énormément de clients qui ont suivi, qui étaient très humains avec nous. Parce qu'ils nous ont vu rater, mais ils croyaient quand même au projet et du coup, ils sont restés à fond derrière nous. Le gros de notre communauté vient de cet échec-là en réalité. Ouais, c'est incroyable. Donc de l'échec est né quelque chose d'incroyable. C'est ça. À l'inverse, du coup, là, on a parlé des trucs un peu durs. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as d'Uncle Jay? Le truc le plus cool? C'est quand tu reviens de l'échec. C'est le moment où tu remontes la pente. Au début, c'est chaud. Enfin, là, en réalité, on est dans cette période-là. C'est-à-dire qu'on est en train de lever des fonds et ça prend du temps. Et la trésorerie, elle ne suit pas. Du coup, c'est la période où c'est chaud. Et du coup, mais là, à force, on a capté qu'il faut juste qu'on soit proactif, on anticipe, qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on n'hésite pas à changer, à bouger, à modifier ce qui ne va pas pour aller vers ce qui marche. À la base, on s'appelait Sneakbox, donc c'était un nom factuel. Donc il faut qu'on trouve un nouveau nom, mais qui cette fois-ci va transpirer qui on est. Plus émotionnel. Et avec Thierry, on est très... nous, c'est famille à fond. Le but, c'est de grandir ensemble avant tout. Et on est très, très good vibes. L'une de nos valeurs, c'est don't forget the smile. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe, il y aura des trucs qui vont être compliqués, on va galérer, mais il faut qu'on les passe toujours avec le sourire, parce qu'en réalité, c'est cool. Comment tu as fait du coup pour choisir tes collaborateurs? C'est dur de recruter en vrai. C'est super dur de recruter, mais on l'a fait d'une manière un peu innovante. On a fait un recrutement sans CV, ni lettre de motivation. En fait, on était pragmatique. On s'est dit, Chirine, est-ce qu'on veut vraiment des gens avec un CV béton, ou est-ce qu'on veut des gens avec qui on a envie de travailler et qui ont envie de travailler avec nous? Et on s'est basé à fond sur ça. C'était quelles sont tes motivations? À quel point est-ce que tu es mordu de sneakers, parce qu'on va parler de sneakers toute la journée. On voulait des gens un peu comme nous, qui sont habités par le projet, qui le font parce qu'ils kiffent. Et après, toute la partie compétences, c'est important pour nous, mais surtout de voir du talent. Pas la compétence en tant que telle, mais du talent pour quelque chose. Parce que la compétence, derrière, on la construit avec la personne. La levée de fonds, du coup, c'est comment? Alors là, on est en plein dedans. En réalité, le monde de la start-up et de levée de fonds, c'est un game. Il faut comprendre les règles pour réussir à jouer. Sauf que pendant longtemps, on jouait sans rien comprendre en réalité. Et là, en essayant, là, on parle avec les investisseurs régulièrement, on a des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent. Et là, maintenant, c'est une question de temps. Concrètement, est-ce qu'on va réussir à closer le deal à temps, avant qu'on soit à court de cash?
ou est-ce que on sera à court de cash et du coup, il va falloir trouver une solution pour pouvoir rebondir. T'as besoin de combien? On a besoin de 300 T'as besoin de combien? Combien? 300K. C'est pas énorme. Non, c'est pas si. Ouais. Mais du coup, on a besoin de ces fonds-là pour pouvoir continuer à développer la partie marketplace et lancer d'autres produits qui vont nous permettre d'atteindre assez vite la rentabilité. On a la caméra qui est juste ici. Si tu pouvais te donner du coup un conseil à un entrepreneur, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est le même que tout le monde dit en réalité, mais c'est le meilleur, donc autant le répéter. Faites. C'est-à-dire, pensez pas, ne vous mettez pas de barrière, faites les choses. Même si c'est de l'à peu près vaut mieux que rien du tout. Et ensuite, petit à petit, vous fignolez, vous améliorez, etc. Mais faites. C'est-à-dire, vous avez une idée, attendez pas demain, attendez pas la semaine prochaine, attendez pas d'avoir telle ou telle chose, allez-y. Au pire, vous allez avoir de l'expérience et au mieux, vous allez avoir une boîte qui cartonne. Du coup, foncez, arrêtez de vous trouver des excuses. Merci Mohamed. Le mot était canon. Moi, je vous laisse ici. Et les amis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.